Les centres et associations agréées, un mot sur cela. On est presque maintenant dans le contrôle. Mais ça concerne quand même très largement votre activité. Les centres et associations agréées, vous souvenez que l'année dernière, elles avaient fait l'objet de quelques mesures qui leur faisaient perdre, ou plutôt qui faisaient perdre aux adhérents quelques avantages. Le premier, c'était la période de prescription. Ils avaient 2 ans, ils sont revenus à compter du 1er janvier 2015 à 3 ans. Cette mesure, évidemment, n'a pas été remise en cause. Mais il y avait 2 mesures qui étaient visées pour 2016. La première, c'était de faire entrer la déduction de la rémunération du conjoint dans le régime de droit commun, c'est-à-dire avec un plafond de 17 500. Et cette mesure qui s'applique en droit commun vient d'être supprimée pour les adhérents des centres de gestion. En français, ça veut dire qu'on va pouvoir, comme avant, déduire l'intégralité de la rémunération versée au conjoint de l'exploitant. Et puis, il y avait une seconde mesure qui concernait la réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité et frais d'adhésion au centre ou à l'association agréée. C'était les 915 € et cette réduction devait être supprimée à compter de 2016. Elle est maintenue, pas tout à fait dans la même forme, puisqu'il s'agit d'une réduction qui s'appliquera à hauteur des 2/3 de la dépense et plafonnée à 915 €. Si vous voulez faire bénéficier vos clients des 915 €, il n'y a qu'une voie à suivre, c'est l'augmentation des honoraires. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Mais c'est la première observation que l'on peut faire. Mais en même temps, le législateur a renforcé considérablement le rôle de contrôle des centres et associations agréées. Comment? D'abord, en étendant son champ d'application à la CVAE. Donc désormais, le centre a toutes les impositions de son adhérent. Il a l'impôt sur le revenu, il a la TVA, le contrôle de cohérence, il a la CVAE. Ce n'est pas la CVAE qui va lui poser de problème, mais il a tout. Deuxièmement, on lui dit, dans le cadre du contrôle de cohérence, que vous devez continuer à faire, et qui donne lieu à un compte-rendu de mission annuel, transmis à l'administration, avec des petits papillons verts ou rouges, je traduis. Eh bien, dans le cadre de cette activité de cohérence, vous pourrez demander des documents à l'adhérent. Donc, ça veut dire, non pas simplement une réponse, mais aussi éventuellement des justifications. Et puis on donne une troisième obligation, c'est l'obligation de faire un contrôle de sincérité. Ce contrôle de sincérité devra reposer sur l'analyse des charges que le centre pourra demander à son adhérent. C'est-à-dire les pièces correspondant aux charges. Quand on regarde bien, dans une très petite entreprise, les charges, c'est quoi? C'est les frais de restaurant, c'est les frais de transport et déplacement, etc. Donc c'est l'essentiel des points sur lesquels on pourrait regarder en dehors des recettes en cas de contrôle fiscal. Il y aurait un contrôle de cette nature, on verra, le décret doit le préciser, mais une fois tous les 3 ans, par échantillon, par sondage, et lorsque l'adhérent aura un expert comptable, cette périodicité sera de 6 ans ou de 3, on verra comment les choses se font. Donc on voit là un aspect de contrôle plus important, et puis il y a une disposition assez, avec des conséquences, qui sont la perte de l'avantage de ne pas avoir la majoration de 25. Un adhérent qui serait exclu par un centre parce qu'il n'aurait pas rempli ses obligations, eh bien, perdra l'avantage de ne pas avoir eu la majoration de 25%. Autrement dit, il aura un rehaussement de son résultat de 25%. C'est la raison pour laquelle, quand on vend des produits dans un pays autre que la France, c'est dans le pays autre qu'on paye la taxe, c'est l'autoliquidation. Quand derrière la frontière, il y a une entreprise, un assujetti qui peut autoliquider. Mais évidemment, quand on fait des opérations avec des particuliers
ou avec des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire, en français ça veut dire qu'ils ne sont pas, qui pourraient être soumis à la taxe mais qui ne le sont pas, eh bien on a décidé qu'on pourrait payer la TVA dans le pays du vendeur au lieu de le payer dans le pays de l'acquéreur consommateur. C'est ce qu'on appelait les ventes à distance. Et on a dit, ça ne peut pas représenter des sommes considérables. Il faut en limiter le montant. Et le montant était limité à 100 000 euros pour ce qui nous concerne. Et à compter du 1er janvier 2016, on le ramène à 35 000 euros. Ce qui veut dire que pour les entreprises qui ont plus de 35 000 euros et qui avaient moins de 100 000, eh bien, elles étaient bien tranquilles chez elles, si je puis dire, puisqu'elles déclaraient les ventes qu'elles faisaient en Italie comme elles le faisaient en vendant à Marseille ou en vendant à Nice, qu'importe. Simplement, maintenant, si elles sont entre 35 et 100 000, il va falloir qu'elles fassent une déclaration en Italie sur le montant de la TVA italienne qui sera due sur les ventes qui excéderont les 35 000 euros. C'est donc une représentation. Ce n'est pas seulement le régime, c'est les conséquences du régime qui sont une nouvelle suggestion pour les entreprises qui sont entre 35 et 100 000. Voilà ce que veut dire ce dispositif des ventes à distance. Et sur l'ISF, il n'y a absolument rien à dire, puisque j'ai traité la réduction d'impôt d'ISF avec la réduction d'impôt de l'impôt sur le revenu, puisque ce sont les mêmes critères. Ce que vous attendez, c'est la suppression de l'ISF. Certains pensent que ça peut se faire. Pourquoi pas? Je suis un peu ennuyé quand même parce que c'est un impôt qui fonctionne tout seul. Son assiette s'accroît naturellement par le fait que le temps passe. Et supprimer une imposition dont l'assiette s'accroît naturellement sans effort, c'est quand même une position un petit peu surprenante. Alors la question, c'est pourquoi ça s'accroît de manière naturelle? Je pose souvent la même question en disant comment se fait-il que depuis qu'on a diminué par 2 le nombre de redevables, on a multiplié par 2 la recette budgétaire. Si on trouvait la martingale, il faudrait aller chercher le contribuable qui pourrait payer tout seul tous les impôts. Il faut chercher. Peut-être il existe, mais je ne suis pas sûr. Simplement, il y a 2 phénomènes qui se cumulent dans cette période. Il y a le premier phénomène général, c'est qu'au moment où on fait valoir ses droits à la retraite, on vend son entreprise. Et le bien qui était professionnel, il ne l'est plus. Et que le prix de l'entreprise devient un élément patrimonial soumis à l'ISF. C'est la première conséquence. Et comme on veut chercher l'exonération des parts à la retraite, parce qu'on n'a pas trop le choix, puisqu'on va avoir des réductions d'impôts, eh bien on ne peut pas bénéficier du régime du trade, qui consisterait à dire je peux avoir que 25% dans l'assiette, à condition de conserver les titres. Mais si je conserve les titres, j'aurai jamais le départ à la retraite. Donc ça, c'est la première conséquence. Or, on est en 2015, les retraités, c'est qui? C'est 45-55, ceux qui sont nés à cette période, qui ont déjà accumulé un peu et qui viennent de retrouver dans leur patrimoine la valeur de leur entreprise. Il ne faut pas y échapper à ça. Puis il y a un deuxième phénomène auquel on ne pense pas beaucoup, c'est que les 65-75 ans commencent à hériter de leurs parents, qui en ont 95. C'est la vie. L'allongement de la vie a des conséquences surprenantes. C'est qu'on hérite à 70 ans, et même plus. On ne peut quand même pas les tuer. Et donc, on est obligé, et on cumule le patrimoine de l'entreprise, celui qu'on a accumulé et celui des parents, et vous avez une richesse patrimoniale qui vous tombe du ciel, juste par l'effet du temps. Alors, celui qui va vouloir supprimer une telle assiette dynamique, comme on dit, toute seule, eh bien, il faut qu'il soit courageux, ou peut-être atteint par l'effet du temps. Mais on attendra. Moi, mon idée, c'est que peut-être on ne le supprimera pas. Peut-être à tort, hein, je ne veux pas de... Mais qu'on pourrait imaginer un impôt à taux très très faible
et une assiette très très large. C'est-à-dire sans aucun effet de ressaut quand on partira à la retraite ou pas, l'entreprise étant dans l'assiette générale à un taux de 0,1% ou 0,1 ou 0,2 à voir. Si on voulait créer une supercherie totale, mais je n'ose pas le proposer, ce serait de dire que cet ISF viendrait en diminution de l'impôt sur le revenu, qui permettrait de le maintenir sans le payer. Mais ça, c'est une affaire d'une escroquerie intellectuelle que je ne me permets pas.